Ok, on va essayer de continuer avec le chapitre sur les fonctions numériques là. Donc, je pense que on avait déjà fait la première partie, limite et continuité, ok, dans les deux vidéos précédentes. Et maintenant, on va attaquer cette deuxième partie du chapitre, dérivation primitive. Ok. Donc, dans une première partie, on va parler des, des dérivations. C'est quoi une dérivée? Après, on va parler des primitives, fonctions primitives. La primitive d'une fonction numérique. Donc, premièrement, rappel et complément sur les dérivations. Rappel sur les dérivations, théorème. Donc, dérivé en un point ou encore nombre dérivé. Je pense que ça, c'est la chose la plus simple que vous puissiez avoir. Donc, la définition d'abord ou encore le théorème. Si on prend f, une fonction numérique définie sur un intervalle i, i là est un intervalle de R, x0 est élément de notre intervalle i, les trois énoncés suivants sont équivalents. Donc, c'est la même chose. Ce qu'on va dire tout de suite. Si nous avons un L, un réel L, tel que la limite quand x tend vers x0, f de x moins f de x0 sur x moins x0 égale à L. Est-ce que vous voyez? F de x0, et là c'est f de x. F de x moins f de x0. X moins x0. Au numérateur, c'est f de x moins f de x0. Au dénominateur, c'est x moins x0. Donc, si on fait limite de ça quand x tend vers x0 et qu'on trouve un réel L, ok, ce réel L là veut dire quelque chose. Ou bien encore, une autre manière, H, mais techniquement, ça là, c'est la même chose, hein. Regardez, remplacer x moins, euh, moins 0 là par H. Vous allez voir que c'est la même chose seulement. Ok. Si on remplace ça par H, le dénominateur là, c'est simple. Maintenant, si tout ça là est égal à H, à quoi est égal à X? Ok. C'est comme si X égale à H, euh, H plus les X0, ou bien, si vous posez tout ça égal à H, vous voyez le dénominateur, vous tirez X0, c'est comme si X0, vous tirez X, c'est comme si X égale à H plus X0. Donc, c'est pour cela qu'on a remplacé les X ici là par X plus X0 plus H. Et là, ça reste moins X0. Donc là, au lieu que ce soit X qui tend vers X0, c'est H qui tend vers 0. Regardez vous-même, quand X tend vers X0 ici, tout ça là, X moins X0 va tendre vers 0. Si lui là tend vers lui là, si X tend vers X0, comme ce qui est là, c'est que tout ça là, le dénominateur là va tendre vers 0. C'est que H va tendre vers 0. Donc techniquement, les deux là sont pareils, égal à L. Ok? Il existe un réel L et une fonction epsilon comme ça, définie sur intervalle i, tel que pour tout x élément de i, f de x égale à f de x0 plus L facteur de x moins x0 plus epsilon qui est là, facteur de x moins x0, avec la limite de la fonction epsilon là égale à 0. Tous les trois là sont pareils. Donc, définition, soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i, intervalle i là est un intervalle de R, x0 élément de notre intervalle i, on dit que f est dérivable en x0 si et seulement si l'un des quelconques des trois, l'un quelconque des trois énoncés ci-dessus est vrai. Ok?
Si vous avez un de ces trois énoncés qui est vrai, donc le réel L là s'appelle le nombre dérivé de f et on le note f' de x0. Nombre dérivé de f en x0 et on le note comme ça, f' de x0. C'est la définition de la dérivée, mais vous-même vous allez voir que c'est pas compliqué que ça, hein. Ça, c'est juste une définition trop sévère. On va voir ici les fonctions typiques. Il y a euh, les dérivés de chaque fonction. Ok. Si f de x égale à x carré, montrez que f est dérivable en 3. Donc là, on va utiliser la définition quand même. Si on vous dit de montrer qu'une fonction est dérivable en un point donné, là, vous utilisez la définition qu'on vient de dire. Ok. Donc, vous faites la limite que si il existe un réel, s'il y a un réel qui existe comme ça, voilà, vous pouvez utiliser f de x moins f de x0. Donc, vous calculez l'image de x0 par f. Donc, notre x0 ici, c'est 3, on est d'accord. Donc, image de 3, ça fait 9. Voilà, donc ça fait f de x moins 9. C'est comme si c'était x carré moins 9. Et en bas là, ça fait x moins 3. Limite quand x tend vers 3. Parce que le x0, c'est 3. Voilà. Et ok. Donc ici là, il faut juste remplacer, faites la limite. euh, f de x, c'est x au carré. F de x0, le x0 c'est 3, non? Voilà. 3 au carré, ça fait 9. Donc c'est comme si f de x0, ça fait 9. Donc x carré moins 9 divisé par x moins 3. Donc limite quand x tend vers 3. Donc vous voyez que vous allez avoir besoin de simplifier. Parce que c'est comme juste une fonction rationnelle. Vous allez avoir x carré moins 9. Le moins 9 là, vous pouvez remplacer ça par 3 au carré. Donc c'est comme si c'était x au carré moins 3 au carré. Ça fait identité remarquable a carré moins b carré. Donc vous pouvez faire, ça fait x, x plus 3 facteur de x moins 3. Donc vous allez voir que le x moins 3 va se simplifier avec le x moins 3 ici là. X moins 3 de ce qui est là, du dénominateur. Donc ça va rester comme c'était limite quand x tend vers 3 de x plus 3. Parce qu'en haut, il ne faut pas oublier, quand on va factoriser, ça va faire x plus 3 facteur de x moins 3. Il faut noter quand je parle. Si vous notez, vous allez voir ce qu'il dit là. Voilà. En haut, vous factorisez x au carré moins 9. Ça se factorise facilement avec une identité remarquable. Ça fait x au carré moins 3 au carré. Donc x plus 3 facteur de x moins 3. Donc le x moins 3 va se simplifier avec le x moins 3 qui est en bas ici. C'est comme ça. Donc on aura égal à combien? Quand vous faites la limite, quand x tend vers 3 de la fonction x plus 3, c'est comme si c'était 3 plus 3, ça fait 6. OK? Voilà. Vous allez voir que ça fait 6. Donc, on va dire donc dérivabilité. La fonction f est dérivable en 3 et le nombre dérivé en 3 là est 6. Elle là va être 6 ici. Donc, théorème, soit f une fonction numérique définie sur un intervalle i, x0 élément de i. Si f est dérivable en x0, alors f est continu en x0.
Donc ici, quand on a fait notre x0, c'est 3, f est dérivable en 3. Donc f est continu en 3. Voilà. OK? Dérivabilité à gauche et à droite. Donc ça, c'est un peu la même chose comme continuité à gauche, à droite là. Et limite à gauche, limite à droite là. C'est la même chose. Et si vous avez compris, limite à gauche, limite à droite, continuité à gauche-droite, la dérivabilité là, à gauche-droite, c'est la même chose. Il suffit juste d'appliquer la définition de la dérivabilité là, à gauche et à droite, et puis ça passe. Donc, soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i, on a notre x0 encore, qui est élément de i. Si les énoncés qu'on a fait i1, id, e1, ed, e3, sont vrais lors des limites lorsque les limites sont calculées à gauche, respectivement à droite, en x0 ou en 0, selon les cas, on dit que f est dérivable à gauche, respectivement à droite. Donc, c'est ce qu'il dit. Vous appliquez la définition de la dérivation, là, dérivabilité là, à gauche et à droite. Donc, si la dérivée à gauche est égale à la dérivée à la droite, à droite, donc on va dire que c'est dérivable à ce point-là. Donc, le réel L est appelé le nombre dérivé de f à gauche à x0, respectivement à droite à x0. Voici exemple, une valeur absolue de x, soit la fonction f de x égale la valeur absolue de x. Étudier la dérivabilité à gauche et à droite de 0. Donc, quand vous voyez ça, x égale à x, si x est positif, c'est f de x égale à x si x est positif. OK? F de x là égale à x. C'est comme exprimer sans les symboles de valeur absolue. Donc, on peut enlever ça là. La valeur absolue de ça égale à lui-même si il est positif. Alors, la valeur absolue de ça, ça fait moins x si x est négatif. Ou bien, parce que ici, là, c'est pas compliqué. Il y a seulement x dans la valeur absolue. Donc, c'est comme si vous allez faire x. F de x égale à x si x élément de l'intervalle. Oh, OK, on va commencer par la partie négative là. F de x égale à moins x si x élément de moins l'infini à 0. OK? Après, f de x égale à x si x élément de l'intervalle 0 à plus l'infini. Donc, à gauche, ça sera de moins l'infini à 0. À droite, ça sera plus l'infini à 0. Donc, si vous faites de moins l'infini à 0, f de x égale à moins x, non? Donc, vous appliquez la définition de la dérivabilité là, au niveau de, avec moins x. Après, vous appliquez la définition. Quand je parle de définition, là, c'est ce qui est là, hein, ça, vous pouvez utiliser ça. De toutes les façons, vous avez jusqu'à 3 définitions. Vous avez cette définition, vous avez cette définition, vous avez cette définition. Donc, en appliquant, pour x égale à, pour f de x égale à moins x, après, vous faites f de x égale à x. Voilà. Et n'oubliez pas que votre x0, là, c'est 0. OK? Si vous faites, vous allez, c'est ça, étudier la dérivabilité à gauche et à droite de 0. Bon, et on va prendre fonction dérivée. Dérivabilité sur un intervalle, fonction dérivée. Voici un tableau qui résume un peu les fonctions dérivées de certaines fonctions. OK? Voici x carré, sa dérivée. Dérivée, si la fonction est f est une constante, sa dérivée, ça fait 0. OK? Donc, une fonction f définie sur un intervalle i est dérivable sur i si et seulement si, en tout élément de i, dans ce cas, si elle est dérivable en tout élément de i, ok, en tout point
élément de notre intervalle I là, la fonction doit être dérivable. Parce qu'on a vu dérivabilité en un point. Ok? Donc, tous les points qui sont dans notre intervalle là, la fonction doit être dérivable sur ce point. En ce moment, on peut dire que la fonction est dérivable sur cet intervalle. Donc, dans ce cas, la fonction définie sur l'intervalle I là, vers R, tout X élément qui a tout X, comme ça, tout élément X associé f' de X s'appelle la fonction dérivée de F sur notre intervalle I. Et donc, on note ça, la fonction dérivée de F là, on note ça, F'. OK? Ou bien on note ça comme ça. D de F sur D de X. D de F sur D de X. OK? Donc, on vous montre ici quelques fonctions, hein. Si F est une constante, alors sa dérivée sera une constante aussi. Voici des fonctions constantes, x au carré, tout ça, ça est là. Racine de x, 1 sur x, sont dérivables sur leur ensemble de définitions. Ces fonctions-là sont dérivables sur leur ensemble de définitions, on vous dit. Donc, si c'est une constante, la fonction dérivée, ça fait 0. Dérivée d'une constante, ça fait 0. Dérivée de x carré, ça fait 2x. Dérivée de ax plus b, ça fait a. Donc, puisque b est une constante, ça part. Dérivée de x, ça fait 1. Parce que x, dérivé de x là, c'est comme si c'était la même chose que ici. Un cas particulier de ax plus b là. Sauf que les a égale à 1, les b égale à 0. Parce que b égale à 0, dérivé de 0, ça donne toujours 0. 1x, dérivé de 1x, ça donne 1. C'est tout comme dérivé de ax donne a. Les b là, c'est comme une constante. Sa dérivée, ça donne 0. Dérivée des racines carrées de x, ça donne 1 sur 2 racines de x. Dérivée de 1 sur x, ça donne moins 1 sur x carré. Dérivée de la fonction sinus, ça fait cosinus. Dérivée de cosinus, ça fait moins sinus. Donc, normalement, c'est des choses on avait déjà parlé, même en physique. Maintenant, on va parler des dérivées successives. Dérivées successives, ça veut dire que tu dérives une fois et la fonction que tu obtiens, tu dérives encore plusieurs fois. Tu dérives le résultat obtenu, tu dérives ce résultat et ainsi de suite. Ça, on appelle dérivée successive. Donc, si vous prenez une fonction numérique définie sur un intervalle i, si f est dérivable sur i, sa fonction dérivée f' là, est parfois appelée sa dérivée première. Donc, maintenant, si cette dérivée première f' là est aussi dérivable sur i, on dérive cette dérivée-là, alors ce qu'on va obtenir, on va appeler ça fonction dérivée, la dérivée seconde de f. OK? Et en ce moment, on va noter ça comme ça. Vous voyez? Ça, c'est prime, c'est une fois. Second, c'est 2 fois. On dit alors que f est 2 fois dérivable sur i, sur l'intervalle i. 2 fois dérivable sur l'intervalle i. Donc, si f second est dérivable sur i, ça veut dire la dérivée de la dérivée là aussi est dérivable. Donc, on dérive 3 fois de suite. Donc, cette troisième dérivée là, on va l'appeler dérivée troisième. OK? On la note comme ça. Vous voyez? 1, 2, 3. Ou bien encore, on peut mettre entre parenthèses comme ça 3. Donc, on dit que f est 3 fois dérivable sur i.
ici, on nous demande de dériver, par exemple, déterminer la dérivée 1, 2, 3, 4. Dérivée quatrième de cette fonction f. Et donc, vous dérivez premièrement, après vous dérivez deuxièmement, vous dérivez 3, dérivez 4 fois. Je pense que ça, c'est facile, hein. Si vous dérivez ça, premièrement, ça va vous donner 7 fois 8x à la puissance 6. Vous dérivez, ça va faire 6 fois 7 fois 8 x à la puissance 5, dérivé, ainsi de suite. Opération sur les fonctions dérivées. Donc, c'est là qu'on va pouvoir un peu généraliser les choses. Donc, si on prend des fonctions i et v, fonctions numériques définies et dérivables sur un intervalle i, la fonction u plus v est dérivable sur i. Donc, la dérivée de la fonction i plus v, là, vous prenez juste la dérivée de u plus la dérivée de v. C'est ce que ça veut dire. Si vous voulez dériver cet ensemble, donc, c'est comme si vous avez un polynôme. Vous voulez dériver un polynôme, dériver les monômes, et puis vous faites la somme. C'est tout. C'est la somme des dérivés des monômes. Parce que polynôme, c'est la somme des monômes, non? Voilà, c'est ce que ça veut dire. Maintenant, si vous avez la fonction AU, vous voyez A ici, A est un réel. Donc, la dérivée là, la dérivée de la fonction A fois U, c'est A fois U prime. C'est pas comme au niveau de l'addition. Donc, vous prenez la dérivée de la fonction et vous multipliez par, par le coefficient A, tout simplement. Si vous prenez maintenant la multiplication, I fois V, I fois V, ça c'est les cas généraux, hein, I fois V. Donc, si vous voulez dériver de I fois V, vous faites dérivé de U fois V plus dérivé de V fois U. Donc, c'est comme si vous dérivez lui là, vous multipliez par lui, et vous dérivez le dernier là, multiplié par le premier. Et au milieu, c'est un plus. Vous additionnez ça. OK? U prime V plus V prime U. Donc, si I contient un intervalle J sur lequel V ne s'annule pas, alors la fonction, parce qu'il ne faut pas que les dénominateurs s'annulent, 1 sur V et la fonction U sur V sont aussi définis et dérivables chez J. Donc, dérivé de cette fonction inverse 1 sur V, on vous dit que ça fait V prime, c'est-à-dire dérivé de la fonction V, vous mettez 1 moins, divisé par V au carré. Ça là au carré. Et si vous avez aussi U divisé par V, et vous voulez dériver de ça, dériver de U sur V. Et prime. U divisé par V. Ça fait dérivé de U multiplié par V. Okay? U prime fois V moins. Ici, cette fois-ci, c'est moins. Okay? Et vous faites U fois V prime. Ou bien V prime fois U. Okay? Numérateur là, dérivé du numérateur multiplié par le dénominateur, moins dérivé du dénominateur multiplié par le numérateur. OK? Il faut faire attention ici. C'est celui-là, c'est ici qu'il y a le moins. Il ne faut pas faire dérivé du dénominateur fois le numérateur. Donc, lui, il est dérivé, lui n'est pas dérivé. Dérivé, pas dérivé. Donc, il faut voir où est V, où est U. Et il ne faut pas oublier que le dénominateur, là, on le porte au carré encore. Donc, en réalité, le tableau qu'on a donné précédemment, tout vient de là, de ces trucs, de ces formules générales. Dernière formule, cette formule, peut-être pas la dernière, ici, là.
U est dérivable sur I, alors, vous voyez que U ici, on a une fonction I et on a une puissance N ici. OK? On vous dit que ça fait N. Vous voyez la puissance là, elle descend. Et on multiplie par la dérivée de la fonction U. Donc, N multiplié par U prime. N multiplié par U prime. Mais, le U là reste toujours, mais à une puissance diminuée de 1. Donc, N moins 1. Donc, c'est comme si vous prenez le U à la puissance N là. Vous diminuez la puissance N là de 1. OK? Et vous multipliez encore par N et vous multipliez par la dérivée de U. Donc, il y aura une dérivée de U quand même. C'est cette dérivée-là. Et elle sera multipliée par la puissance N. Mais la fonction originale là, il y a une moitié qui reste U à la puissance N moins 1. Peut-être on aura l'occasion d'appliquer ces formules générales. Par exemple, ici, on vous demande de dériver ces fonctions-là. OK? X à la puissance N, à la puissance 7. Et c'est ce qui est là, comme ça. Si vous appliquez ça, vous pouvez vous en sortir. Dérivé de X, ça fait 1. OK? Donc, c'est comme si c'était 7 fois 1 fois X à la puissance N. Le N ici, c'est 7. OK? Donc, vous appliquez cette formule-là, vous allez vous en sortir. OK? Vous voyez ici, N, c'est 7. Donc, je mets 7 quelque part. U prime. U prime, le U là, c'est X ici. X, dérivé de X. X prime, c'est 1. Donc, je mets 1. Le U, c'est-à-dire le X. Le U ici, c'est X. À la puissance N moins 1. Notre N, c'est 7 ici. Donc, 7 moins 1, ça fait 6. Donc, tout ça là, ça fait 7x à la puissance 6. C'est tout. Ici, là, vous avez comme, comment on appelle? Ça là, c'est comme un produit. Et ici, là, vous avez comme ça multiplié par ça. Et dans ça, il y a un, comment on appelle? Il y a une addition. Et si vous voulez aussi, vous pouvez développer, hein. Vous pouvez développer ça et puis ça. Mais vous allez voir, si vous prenez ça comme une fonction, x carré plus 1, c'est une fonction, on va dire que c'est u. Cosinus de x, c'est une fonction, on va dire que c'est v. Donc u, si je dis que ça c'est u, j'utilise cette formule-là. Vous savez, ici, cette formule. Vous voyez? U, v, le tout prime. Donc, je vais faire u. Le u, là, il ne faut pas oublier que c'est x carré plus 1. Et le v, là, c'est cosinus de x. Donc, la formule me dit de faire u prime. Donc, je vais cesser prime de ça. U prime là, dérivé de ça, ça va faire dérivé de lui là, plus dérivé de ça. C'est comme addition ici. Donc, dérivé de x carré, vous pouvez utiliser ça pour avoir ça. Ça va faire 2x. Parce que la puissance va diminuer de 1. Et la puissance va descendre ici. Et ça va diminuer de 1. Donc, ça fait 2x à la puissance 2 moins 1. Donc, x à la puissance 1. Donc, ça fait 2x. Dérivé de 0, dérivé de 1, ça fait 0. Donc, pour dire que dérivé de ça, là, ça fait 2x. Donc, c'est ce que j'ai ici. 2x. Le premier, là, i' là, donne 2x. Donc, je vais multiplier 2x, là, par la fonction v, par u. Je ne vais pas faire. Il faut noter quand je parle. Parce que vous êtes assez grand maintenant pour faire ça vous-même. Multiplier par v. Vous voyez? Le v, là, c'est cosinus. Donc, ça, c'est gagné. Maintenant, je fais v' fois u. Il ne faut pas oublier que v, là, c'est cosinus de x. Donc, dérivé de cosinus, on vient de voir ça tout de suite dans un tableau. Ça fait moins sinus.
voici. Cosinus, la fonction dérivée f', ça fait moins sinus. OK? Donc, ça veut dire que mon V' là, mon V', ici, là, c'est moins cosinus de x. Que je multiplie par U. Le U, c'est tout ça. Voilà. Pas oublier le plus. Ici, maintenant, ma fonction en haut, x, f de x, ou bien c'est U, et puis V. U est là, et puis V est là. Donc, H là, H de x, pour dériver H de x, on considère H là, c'est une combinaison de ça. Cette fois, ici là. U, V, le tout prime. Nous voulons dériver ça prime. Donc, on vous a dit, voici la formule. Le U là, c'est notre fonction qui est là. V, c'est le dénominateur. Donc, on vous a dit que U', on a déjà fait ça ici, hein. Ça fait 2x. Parce que dérivé de 1 là, moins 1 dérivé là, ça fait 0. Donc, ça sera dérivé de x carré seulement. Ça fait 2x. Même ça, on a ça dans le tableau. Dérivé de x carré. Ça fait 2x. Donc, ça fait 2x multiplié par v. V, c'est le dénominateur. Donc, multiplié par tout ça. Ça fait donc 2x facteur de 2x plus 3. OK? Moins. Vous mettez les moins. V'. Maintenant, c'est le dénominateur là qu'on va dériver. C'est ça là qu'on va dériver. Mais dérivé du dénominateur là, dérivé de 3, ça fait 0. Dérivé de 2x, ça fait d. Parce que c'est comme dans la fonction et ici là, dans le tableau, on a dit dérivé de ax plus b, ça fait a. Je retourne pour vous montrer dans le tableau. Dérivé de ax plus b, ça fait a. Dérivé de 3x plus comme là, c'est comme on a au dénominateur là. Mais retenez que c'est a. Voilà. Dérivé de 2x plus 3, ça fait 2. Parce que dérivé de 3, là, ça fait 0. Plus dérivé de 2x, ça fait 2. Donc, notre V', ça va faire tout simplement D. Facteur de U. Donc, facteur de U, là, c'est le numérateur. Et puis, on met les dénominateurs, là, au carré. Donc, 2x plus 3, le tout au carré. Donc, comme ça, j'ai expliqué. Donc, vous pouvez faire ça facilement. Voilà. OK? Donc, ce sont les opérations sur les fonctions dérivées. Dérivée de la composée de deux fonctions. Ça, c'est intéressant aussi. G rond F, F rond G, vous avez vu ça depuis la première, je pense. Comment on dérive ces fonctions-là? Donc, soit F, une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle. G, une fonction numérique définie et dérivable sur f de i. La fonction G rond F est définie et dérivable sur i. Et G rond F prime là, dérivé de ça là, égale à F prime fois G prime rond F. C'est simple, hein, mais ça peut vous embrouiller facilement aussi. Donc, quand vous avez comme ça, vous dérivez d'abord la fonction, celle-là, là, F, là. Dérivez ça. OK? Et vous dérivez aussi la fonction G, mais vous cherchez maintenant l'image de F par la dérivée de G. C'est à peu près ça. Donc, conséquence, soit I, une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle I. La fonction X, la fonction cosinus de U de X là, est dérivable sur I. Et voici ce qu'on a. Vous voyez, cosinus de U de X. Donc, cosinus là, c'est la fonction F et c'est la fonction G. U de X, c'est la fonction F. Donc, c'est comme si c'était G rond F. Cosinus de X, si vous avez l'image de U de X par cosinus de X, c'est ça qu'on appelle G rond F. Donc, si vous avez cosinus d'une fonction quelconque,
Vous faites la dérivée de la fonction. C'est ce qu'on a dit, hein. F'. Ça fait U'. Dérivée de U, ça fait U'. OK? Vous faites la dérivée de cosinus. C'est ça qui fait moins sinus. Vous voyez d'où le moins là vient. Moins sinus. Et vous gardez U de X là. De X. Voici. Vous allez avoir besoin de ça dans l'exercice. Maintenant, si c'est sinus, c'est à peu près la même chose, sauf que ça va devenir cosinus. Mais ici, il n'y aura pas de moins. OK? Donc, si on vous donne de dériver ça, cosinus de AX plus B. Donc, vous dérivez les AX plus B là. Dérivé de AX plus B, on vous a dit que c'est égal à A. Donc, c'est le A qui est là. OK? Dérivé cosinus maintenant, ça fait moins sinus. Moins sinus. Mais, et vous gardez la fonction F. Là, vous voyez, la fonction F reste là. C'est comme si F est dérivé ici, G est dérivé ici, mais F qui était là, là reste F. Donc, F, notre F ici, c'est AX plus B. Ça reste là, AX plus B. Dérivé de F, dérivé de G, moins sinus. Pareil ici, la seule chose qui change, c'est que c'est les signes et le sinus devient sinus. Et sinus, cosinus. Le sinus devient cosinus, pardon. Pour compléter maintenant le tout, si I contient un intervalle J sur lequel U est strictement positif, alors la fonction, comme ça, racine carrée de U. On vous a donné la dérivée des racines carrées de X, non? Dans les tableaux, vous vous rappelez? Maintenant, racine carrée de la fonction U. Comment ça se passe? On vous dit que racine carrée de U, ça fait U' sur D racines de U. Donc, vous dérivez de U là, vous mettez au numérateur, et puis vous mettez au dénominateur là, D fois racine de U. Voilà. Donc, si on vous demande, par exemple, racine carrée de AX plus B, dérivée de ça, la fonction dérivée de cette fonction-là, vous dérivez ce qui est dedans. AX plus B dérivé, on vous a dit que ça fait A, non? Et en bas là, ça fait D fois racine de AX B. Ça, c'est un cas particulier. Dérivé de la fonction, de la réciproque d'une fonction dérivable. Fonction réciproque, comment vous trouvez? Vous vous rappelez quand on a parlé de bijection réciproque là? Bijection et puis bijection réciproque. Voilà, c'est ça comme ça. Donc, pour avoir la dérivée de la réciproque là, voici la formule qu'il faut appliquer. Donc, si on a une fonction f, une fonction numérique définie et dérivable sur i, si sa dérivée f' est strictement positive, strictement ou strictement négative sur i, alors f est bijective. Vous vous rappelez, on avait parlé de bijection là. J'ai fait un exercice l'année passée sur ça aussi. Alors, f est bijective sur i et f de i sur f de i. OK? Si la fonction est strictement positive, si la dérivée est strictement positive ou strictement négative, parce que si la dérivée est strictement positive ou strictement négative, si la dérivée est positive, en réalité, ça veut dire que la fonction est strictement croissante. Si la dérivée est négative, la fonction est strictement décroissante. C'est ce que ça veut dire. Donc, pour ne pas dire monotone, la fonction est monotone. OK? C'est ça on avait parlé quand on avait vu bijection et bijection réciproque là. Donc, si la fonction est monotone, strictement monotone, strictement croissante ou strictement décroissante, alors on peut dire que la fonction admet une bijection. Donc, elle est bijective. Et sa bijection réciproque là, la dérivée de la bijection réciproque, c'est-à-dire f moins 1 prime, égale à ça. Inverse 1 sur f prime rond f moins 1. Donc, la dérivée de la fonction f rond f moins 1. F moins 1 là, c'est la bijection réciproque là.
J'ai fait un exercice l'année passée qui parle de ça. Il faut fouiller dans mes cours de l'année passée. Vous allez voir. Interprétation graphique de sa définition. Donc, on considère le plan mini d'un repère OIG. F, une fonction numérique définie et continue sur un intervalle I contenant un réel x0. Soit C, la courbe représentative de F dans les repères OIG. Si F est dérivable en x0, la droite passant par les points A, par les points de la courbe d'abscisse x0 et ayant pour coefficient directeur f' de x0 est la tangente à C en A. OK? F est dérivable en x0. C'est-à-dire, nous pouvons avoir f' de x0. OK? Les points qu'il y a pour abscisse x0 là, OK? Si une droite passe par ces points, la droite passant par ces points là, et cette droite qui passe par ces points, c'est pas n'importe quelle droite, parce que à partir d'une droite, à partir d'un point, plusieurs droites peuvent passer. Mais cette droite qui a pour coefficient directeur f' de x0, cette droite-là, elle est tangente à notre courbe en A. Et cette tangente-là a pour équation f de x0 plus f' de x0 facteur de x moins x0. Ça, c'est simple, hein. Dans l'exercice, on va vous demander de trouver l'équation de la tangente au point de coordonnées. Si je prends au point de coordonnées D5, par exemple. Le x0 ici, ça sera D. OK? D'abscisse x0. Le x0, ça sera D. Donc, la pente de ma droite, là, doit être f' de x0. Donc, pour trouver l'équation de la tangente au point d'abscisse 2, point d'abscisse x0, je fais cette équation. F de D plus f' de 2 facteur de x moins 2. Je développe ça. Donc, il faut la dérivée de la fonction. Donc, si f est dérivable à gauche en x0, respectivement à droite en x0, et si le nombre dérivé de f à gauche, OK, en x0 est mg, OK, dérivé à gauche, go, g pour dire 0, respectivement à droite, donc droite, d pour dire droite. Alors, la demi-droite passant par, en ce moment, on parle de demi-droite, parce que comme c'est à gauche et à droite, passant par A d'abscisse x0 et des coefficients directeurs, la dérivée là, on avait dit que la dérivée c'est mg à gauche et md à droite, non? Est appelée demi-droite tangente à gauche en A, respectivement à droite. C'est ça on appelle souvent le point angulé ou bien point strict là. Elle a pour équation, donc c'est la même équation que pratiquement la même équation que ici. OK? Sauf que ici, mg, c'est la dérivée à gauche. OK? Parce que à gauche, x inférieur à x0. md, c'est la dérivée à droite. Donc ça, c'est quand x est supérieur à x0. Voilà. On va revenir sur ça, hein, quand on va, sur ces genre d'équations-là. On va revenir sur ça quand on va commencer à étudier les fonctions, vouloir tracer les courbes des fonctions. On va revenir sur ça. Toujours interprétation graphique là. Maintenant, si dérivée à gauche est f',
à gauche est différent de f' à droite, là. Droite et gauche sont différents. F n'est pas dérivable en x0. Ça, c'est naturellement comme ça. On dit que A est un point angulé. Donc, c'est de ça que je parlais tout de suite. Voilà. Dans ce moment, ce n'est pas dérivable. Et en ce moment-là, si vous avez la limite, ça là, c'est pour ne pas dire la dérivée, hein. Si la dérivée n'existe pas, ça veut dire que ce n'est pas dérivable. En ce moment, si vous vous rappelez de la définition de la dérivabilité, il y avait cette option-là là-bas. Il y avait cette option dans la définition de la dérivabilité. Donc, cette option-là, si vous faites la limite et puis ça donne plus l'infini, on dit que cette courbe-là admet une tangente ou demi-tangente selon les cas, verticale d'équation x égale à x0, l'équation de la tangente, une tangente verticale. Si au point A, la tangente de la courbe là, C traverse C, on dit que A est un point d'inflexion. On va revenir sur tout ça là quand on va commencer à tracer les courbes. On demande que si F est deux fois dérivable sur un intervalle contenant x0, les points de C, les points de la courbe, C c'est la courbe, d'abscisse x0 est un point d'inflexion si f seconde s'annule en x0 en changeant de signe. On va revenir sur tout ça. Dérivée et change de variation. Donc, je pense que j'avais déjà parlé de ça, hein. Si la fonction f, on a une fonction f numérique définie et dérivable sur notre intervalle i, intervalle de r, f est constante, la fonction est constante sur i, ok? Cela équivalent à dire que la dérivée de f est nulle. Donc, si vous dérivez une fonction et que la dérivée donne 0, alors la fonction est constante. D'ailleurs, même on a vu dérivée d'une constante, ça fait 0. Donc, si vous dérivez la fonction par contre, et puis vous trouvez que la dérivée est supérieure ou égale à 0, là, votre fonction là, elle est croissante. Donc, si la dérivée est positive, la fonction est croissante. Donc, en première, on vous a fatigué avec sens de variation des fonctions là. Ici, c'est simple. Étudier les signes de la dérivée. Si la dérivée est négative, la fonction sera décroissante. C'est tout simplement ce qu'on vous dit. OK? Voilà. Strictement croissante, strictement décroissante, ça veut dire strictement positif ou strictement négatif. C'est ce que ça veut dire. Strictement inférieur à 0. Donc, remarque, si pour tout x élément de notre intervalle i là, maintenant le f' est supérieur ou égal à 0, respectivement inférieur ou égal à 0, et si f' n'est pas nul sur un intervalle G de I, alors F est strictement croissant, respectivement strictement décroissant sur J. OK? Si F, X élément d'un intervalle, donc F' supérieur, si la fonction donc n'est pas nulle, alors elle est strictement croissante. Parce que supérieur ou égal à, il y a égal en fait. OK? Il y a égal. Il y a égal à quelque part. C'est ça le problème. OK, exemple. Donc, on vous dit la fonction f est de x plus 1 sur x moins 2. Voici la fonction f. Déterminer les sens de variation de f.
Donc, signe de variation, désormais, vous connaissez. On fait la dérivée et on étudie le signe de la dérivée. C'est tout. Donc, on dérive ça. Vous connaissez comment dériver ça, là. C'est comme la dérivée de 1 sur U, ou bien 1 sur V. OK? Comment vous faites ça? Ça fait moins, donc, vous connaissez comment faire. Et ça, dérivé de ça, ça fait 1. Dérivé de lui, là, ça fait 0. Donc, c'est une combinaison des définitions de dérivés. Si vous faites, et puis, vous cherchez les signes seulement, vous allez vous en sortir. Il faut essayer. C'est vraiment pas compliqué, ça. OK? Donc, U', la fonction, le dénominateur, la dérivée, ça fait 1. OK? Donc, ça, là, c'est comme si c'était... Parce que ça va faire moins V' sur V au carré. Je retourne un peu pour vous montrer où c'est. Et c'est où même ici. Non, pas ici. Ici. OK? 1 sur V', comme c'était moins V' sur V au carré. Ou bien, voilà, notre V là qui est au dénominateur. 1 au numérateur, une fonction au dénominateur. Donc, on retourne. On était ici. Donc, le V là, c'est X moins 2. Donc, X moins 2, dérivé de ça, ça fait 1. Parce que dérivé de D moins 2 là, ça fait 0. Donc, dérivé de ça, ça fait 1. Donc, c'est comme si c'était moins 1 sur X moins 2 du tout au carré. Dérivé de lui là, ça fait 1. OK? Donc, vous pouvez réduire au même dénominateur si vous voulez, pour voir ce que ça va donner. Parce que ici, c'est 1. Ici, c'est le dénominateur, c'est X. C'est comme si la dérivée, ça fait 1 moins 1 sur X moins 2 le tout au carré. Donc, X moins 2 le tout au carré, là, multiplié par 1 pour avoir au niveau des numérateurs, multiplié par 1, OK? Et vous faites plus 1. Donc, c'est comme si vous allez avoir au numérateur, là, il faut prendre note, hein, et puis vous faites, en même temps, je parle, vous écrivez pour voir ce que ça donne. C'est comme si vous allez avoir au numérateur, là, X moins 2 au carré, plus, et moins 1. X moins 2 le tout au carré, moins 1. Et vous divisez le tout par X moins 2 au carré. Comme le dénominateur est déjà au carré, ça veut dire que c'est positif. Donc, c'est les signes du numérateur là qui va nous intéresser. Donc, vous développez le X moins 2 au carré là et vous faites le moins 1. Et ça sera comme déterminé signe d'un polynôme de degré 2. Ça là, vous connaissez. Vous faites delta et puis voilà, vous savez comment faire. Ça, c'est très simple. OK? Pour avoir les racines là où ça s'annule. Voilà. Donc, sur R, parce que le domaine de définition de ça, c'est R privé de D. Ça, vous savez. Il va voir donc sur le domaine de définition, quel sera le signe de la dérivée. Et les signes seront ici. Le signe va vous montrer donc le sens des variations. Théorème. Soit f, une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle i, ouvert, contenant donc x0. Si f présente en x0 un extrémum, extrémum ça veut dire un maximum ou un minimum. Okay? Quand vous faites les courbes, souvent ça monte, ça descend. Donc, s'il y a un extrémum, c'est que f' de x0 égale à 0. Là-bas, la dérivée est nulle. À ce point-là, est nulle. Donc, là où la dérivée s'annule, là, il y a un extrémum. C'est comme vous dit. Intervalle i ouvert contenant x0. Si f présente en x0 un extrémum, alors f' de x0 là, égale à 0. La réciproque de ce théorème là n'est pas
vraiment vrai. Donc, quand vous prenez, d'ailleurs même je viens de dire la réciproque tout de suite, mais c'est pas vrai, hein, ok? Si f' de 0 égale à 0, f' de x0 égale à 0, ça ne veut pas dire forcément qu'on a un extrêmum, on a un maximum ou un minimum au niveau de la courbe. Mais s'il y a un maximum ou un minimum, il y a forcément, et la dérivée est nulle là-bas. C'est ce que ça veut dire. Voici exemple, montrer que f présente un extrémum dont on déterminera la nature. Voici fonction f. Nature, ça veut dire que c'est un minimum ou bien c'est un maximum. OK? Voici notre fonction f, x carré plus 1, x au cube plus 1. On a f' qui est égal à ça, 3x carré. F' de 0 égale à 0. F' de 0. F de 0 égale à 1. Donc, n'est pas un maximum ni un minimum. OK? Ça veut dire que si vous faites l'image de 0, ça fait 1. 1 là, c'est pas un maximum ni un minimum. Parce que cette fonction-là, elle n'est pas plafonnée, limitée par 1 en haut ou bien limitée par 1 en bas. Non. Donc, ici, là, normalement, vous devez tracer la courbe même. Donc, faites l'image f'. Ici, là, f', ça se va faire 2x moins 3, je pense. OK? Parce que là, on a, comme c'est au carré, ça sera une fonction parabolique. Mais le théorème, soit f, une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle i, ouvert contenant x0, f présente en x0 un extrémum si et seulement si f s'annule en x0 à gauche en changeant de signe. Donc, si ça s'annule en changeant de signe, vous avez un extrémum là-bas. C'est-à-dire un minimum ou un maximum. Quand vous faites les tableaux de variation là, parce que souvent quand on fait comme ça, vous ne comprenez pas. Quand vous faites les tableaux de variation, vous faites les tableaux, les signes. Vous voyez la dérivée est positive de moins l'infini à 1, par exemple. Et de 1 à 5, elle est négative. Et encore de 5 à plus l'infini, elle est positive. Donc, vous voyez, ça croît, ça décroît, après ça croît. Donc, là où il y a changement de signe de la dérivée, c'est-à-dire là où ça croît et puis ça décroît, forcément là-bas, il y a, je pense que on va parler de ça aussi après. Égalité des accroissements finis. Théorème, premier théorème. Égalité des accroissements. Inégalité des accroissements finis. Premier théorème. Si on prend une fonction f, une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle, vous voyez l'intervalle fermé de A, B. A est inférieur à B, naturellement. S'il existe des réels, petit m, puis grand M, tel que pour tout x éléments de notre intervalle AB ici, là, M inférieur ou égal à F', qui est inférieur ou égal à grand M. Donc, c'est comme si la dérivée, là, est encadrée par les deux réels M puis M'. Ça, c'est un minimum, ça, c'est un maximum. De la dérivée, hein, de la fonction dérivée. Dans ce cas, nous, on peut dire que M
facteur de B moins A. En cas f de B moins f de A est encadré par petit m facteur de B moins A et grand M ici facteur de B moins A. OK? Ça, parce que regardez, F, ça c'est F prime. Attention, il faut faire la différence. Mais là, c'est F. OK? Donc, si la fonction dérivée là, elle est bornée par petit m et grand M, on peut écrire ça. Ou encore, de façon équivalente, on peut écrire ce qui est là. Parce que là, c'est comme si vous avez juste divisé par B moins A partout. Divisé ici par B moins A, divisé par B moins A, divisé par B moins A. Vous allez obtenir ça. OK? Deuxième théorème. Si f est une fonction numérique définie et dérivable sur un intervalle i de R, puis on prend A, B, des éléments de notre intervalle i là, s'il existe un réel cas non nul, tel que pour tout x éléments de l'intervalle i, valeur absolue de f', cette fois-ci c'est la valeur absolue de f' de x inférieur ou égal à k. C'est l'équivalent de ce qui est là, en fait. Mais là, selon, en fonction des signes de la fonction dérivée. Donc, si la valeur absolue de la fonction dérivée est inférieure ou égale à un k donné, alors on peut écrire comme ça. On peut écrire ça. Valeur absolue de f. Attention, là, c'est la dérivée. Là, c'est f. F de b moins f de a inférieur ou égal à k facteur de valeur absolue de b moins a. OK? Voici un exemple qu'on peut utiliser pour faire démontrer que l'équation f de x égale à x admet une solution unique x0 comprise entre 1 et puis 2. Solution f de x égale à x0 admet une solution f de x égale à x, ok, admet une solution qui est là, unique x0 comprise entre 1 et puis 2. Résoudre ça là revient juste à résoudre f de x moins x égale à 0. Ou bien f de x moins x égale à 0. OK? Et puis, on vous dit de démontrer ça. Notre intervalle, c'est comme ce qui est ici, là, l'intervalle AB, vous voyez? L'intervalle AB, là. Donc, notre A, c'est 1, notre B, c'est 2. Donc, c'est comme si on avait ici, là, notre intervalle AB, f de x moins f de x0. Parce que le f de x0, là, c'est la solution. Le x0, c'est la solution pour cette équation qui est là, qui est comprise entre 1 et puis 2. Ou bien, donc, vous pouvez essayer de faire en utilisant les théorèmes là, qui sont là. Sauf que la fonction f, ici, racine de x plus 1. Anyway, ici, là,
La première question là, quand même, c'est assez simple. Parce que, comme je vous dis, vous pouvez prendre la fonction g, par exemple. G qui part, euh, G qui devait être f est égal à f de x moins x, par exemple. Si vous faites ça, c'est comme si la fonction g va être racine de x plus 1 moins x. Donc, ici, vous démontrez que cette fonction g là, elle est monotone et que vous montrez que g de 1 multiplié par g de 2 est négatif. Ça veut dire que si vous calculez l'image de 1 et vous multipliez par l'image de 2, vous allez voir que les deux là, l'image de 1 et l'image de 2 par la fonction g, ont des signes opposés. Si vous faites l'image de 1, vous allez voir que ça donne chose. Ça donne tout de suite quelque chose de positif. Ou bien, parce que la fonction g là, ça va faire racine de, il faut noter, hein, racine de x plus 1, donc moins 1. Ok? Si vous faites image de 1, de ça, ça va faire racine de 2 moins 1. Racine de 2 est plus grand que 1. Donc ça, c'est positif. Par contre, si vous faites l'image de 2, vous allez voir que racine de 2 plus 1, ça fait racine de 3 moins 2. Racine de 3 là est plus petit que 2. Donc racine de 3 moins 2 là, c'est négatif. Donc du coup, image de 1 est positif, l'image de 2 est négatif. Donc ça montre que l'équation est racine de x plus 1 moins x égale à 0 là, admet une solution unique. Je pense qu'on a parlé de ça précédemment aussi. Une solution unique. Si la fonction est monotone et que les images de A et B sont des signes opposés, alors l'équation f de x, ou bien ici dans ce cas g de x égale à 0, admet une solution unique. Ok? Et ici, vous pouvez chercher la solution. Hein. Ok? Racine de ça la plus moins x égale à 0, par exemple. Vous pouvez avoir la solution. Et là, si vous voyez, ça ressemble exactement à ça. Seulement avec l'écart qui est égal à 1 sur 2 racine de 2, quelque chose comme ça. Donc, cherchez la dérivée et puis vous allez voir que c'est pas compliqué. Ça ressemble exactement à ça. Et on va passer au niveau des primitives maintenant. Primitive d'une fonction numérique. Primitive d'une fonction numérique, définition. Soit f, une fonction numérique définie sur un intervalle i, des rayons R. On appelle primitive de f sur i toute fonction numérique f définie et dérivable sur i telle que quand vous dérivez la primitive, vous obtenez la fonction f. C'est comme si c'est l'inverse de la dérivée, ce qu'on vient de faire. Ok? Si vous prenez la fonction f comme ça, 2x plus 3, dérivé de ça, vous connaissez. Mais si on vous demande dérivé de la primitive de cette fonction, quelle est la fonction qu'on va dériver pour obtenir 2x plus 3? Donc, vous voyez, c'est comme si vous passez à sens inverse des dérivés. Donc, on sait que si vous dérivez cette fonction x carré plus 3x, cette fonction-là, vous obtenez exactement ça. Parce que dérivé de x carré, ça fait 2x. Dérivé de 3x, ça fait 3. OK? Donc, quand on dérive ça, vous obtenez ça. Donc, on dit que cette fonction est une primitive de celle-là. OK? F, qui est x carré plus 3x là, est une primitive de la fonction petit f qui est là, sur R. On dit une primitive parce qu'il y a beaucoup de possibilités. Il y a beaucoup de primitives. Théorème, petit premier théorème. Nous admettons les résultats suivants. Toute fonction continue sur un intervalle i
admet au moins une primitive sur I. Si la fonction est continue, c'est qu'il y a une primitive. Deuxième théorème. Si on prend une fonction f numérique, fonction numérique définie sur un intervalle I de R, si f admet une primitive grand F sur I, alors elle en admet une infinité. S'il y a une seule, c'est qu'il y en a une infinité. Parce qu'il suffit juste d'ajouter une constante, vous changez la constante de façon infinie, vous avez une autre primitive. Donc, si vous avez une primitive, par exemple f, vous êtes plus k, un réel donné. Et ça vous donne une autre primitive. OK? Donc, tout de suite, je vais revenir un peu sur le deuxième théorème là. Par exemple, là, je retourne. Là, on avait dit que cette fonction-là est une primitive de cette fonction. Cette fonction grand F, qui est x carré plus 3x là, est une primitive de la fonction 2x plus 3. Si je fais x carré plus 3 plus 5, j'ajoute ici plus 5. Si vous dérivez, puisque la dérivée de 5 là, ça fait 0. Si vous dérivez encore, vous allez trouver exactement ça. Donc, plus k, c'est ce que le deuxième théorème là veut dire ici. Troisième théorème, soit f une fonction numérique définie et continue sur un intervalle I de R. Pour tout réel x0 de I et pour tout réel y0, il existe une primitive et une seule de f sur I qui vaut y0 en x0. Ça, c'est comme si une solution un peu ciblée. Il y a plusieurs primitives. Par contre, si vous voulez une primitive, par exemple, qui vous donne, je dis, qui est égale à 5 quand x égale à 2, par exemple, celle-là, là, elle sera unique. OK? Celle-là, elle sera unique à cause de cette condition. Nous voulons une primitive qui nous donne un y0 quand x égale à x0. C'est-à-dire x0 est bien défini, égal à 5 par exemple. X0 est bien défini, égal à moins 1 par exemple. En ce moment, cette primitive, elle est unique. Donc, voici les trois théorèmes. Et on vous dit de déterminer la primitive de la fonction f qui vaut 4 en moins 1. Ah, voici donc un cas. Et c'est simple. Vous cherchez la primitive de ça et vous dites que c'est plus k, plus une constante. Donc, primitive de cette fonction-là, on a déjà fait, ça fait 2x et donc ça fait x carré plus 3x. X carré plus 3x et vous faites plus k, plus une constante. Maintenant, vous calculez l'image de 4 et vous dites que ça doit donner moins 1. Et vous allez tirer la valeur de k et vous allez avoir la primitive unique. Primitive de quelques fonctions usuelles. Donc, opération sur les primitives. Donc, c'est comme l'inverse de ce qu'on a vu. Si on prend des fonctions i et v, des fonctions numériques définies et dérivables sur un intervalle i, si vous prenez u plus v, est une primitive de la fonction u'v'. La AU, primitive de la fonction AU'. C'est inverse de ce qu'on vient de faire. Vous voyez? Quand vous avez dérivé ça, c'est égal à ça, là. Donc, on dit que lui, là, est primitive de ça. Et ici aussi, quand on avait dérivé 1 sur V, on avait dit que c'est égal à ça. Donc là, on peut dire que 1 sur V est une primitive de ça. C'est donc juste inversement. Pareil ici. OK? Donc, primitive de U sur V est primitive de ça égale à U sur V. Et ici, pareil, on avait ça aussi. Dérivé de cette fonction donne cette fonction. Alors, cette fonction est une primitive de celle-là.
Si vous voulez une primitive de U prime, U à la puissance N, vous faites ça. N différent de moins 1. U à la puissance N, N moins 1, N plus 1, divisé par N plus 1 est une primitive de ça. Ça, en réalité, c'est la même chose à peu près la même chose que ça. C'est à peu près la même chose. Donc, si vous avez compris ici, c'est ça. Si U est dérivable sur I, la fonction U est dérivable sur l'intervalle I, V est dérivable sur l'intervalle U, U de I, alors V rond U est une primitive de U prime multiplié par V prime rond U. Donc, ça aussi, c'est l'inverse de ce qu'on a vu pour la dérivée des fonctions rondes. Et voici un tableau récapitulatif qui donne les primitives de quelques fonctions. Okay? Primitive de 0, ça donne une constante. Primitive de A, ça donne AX plus K. Vous vous rappelez, c'est comme quand on avait dit dérivée de AX plus B égale à A. C'est un peu l'inverse. Donc, le tableau précédent qu'on a vu, si vous prenez ce tableau, vous inversez à peu près. Mais à chaque fois, il faut ajouter plus K, plus K, plus K, plus K. À chaque fois, il faut ajouter plus K. Et puis, c'est tout. C'est la seule différence. Vous voyez, on avait dit que dérivée de cosinus, ça donne moins sinus, non? Donc là, vous voyez, primitive de sinus, ça fait moins cosinus. Mais vous faites plus K à chaque fois. Primitive de quelques fonctions usuelles encore. Donc voici exemple. Déterminer l'ensemble de définitions de chacune des fonctions suivantes, puis déterminer l'ensemble des primitives de fonctions. Domaine de définition de ça, c'est R. Donc vous pouvez avoir la primitive, c'est simple. Il faut juste avoir la primitive de ça, x au cube. Donc ça là, si vous voulez, ça va faire et 4. Essayez si vous dérivez, qu'est-ce que vous pouvez dériver pour avoir ça? C'est que la puissance était déjà égale à 4. Donc ça là, la primitive de ça, c'est x à la puissance 4 divisé par 4. Primitive de ça fait moins x carré. Primitive de ça fait x. OK? Ainsi de suite. Essayez de faire les primitives de ces fonctions-là. Déterminer la primitive sur i de chacune des fonctions ci-dessus qui vaut y0 en, fonction, en x0. Donc là, c'est la même chose qu'ici, sauf que ici, vous avez des conditions. Donc, vous remplacez x par 1, et puis vous dites que c'est égal à 0. Ça va vous permettre de tirer les cas. Par exemple, ici, vous faites la primitive de ça, primitive de ça, primitive de ça, pour avoir, et à la fin, vous faites plus k. Et vous posez ces conditions initiales-là pour avoir la valeur de k. Il faut essayer. Si vous n'avez pas pu, il faut me faire signe. Cosinus ici aussi, c'est pareil. Bon, je vais arrêter ici. Et merci beaucoup. OK? Merci et